Bon, bienvenue à nouveau. J'ai parlé aux membres de l'équipe et aux participants. Il semble que c'était une matinée et un après-midi intéressant. C'est le dernier panel de la journée avant la réception de ce soir. On a parlé de notre mandat de l'équité des genres, savoir qui doit participer à la conversation et qui ne doit pas participer à la conversation. Personne ne devrait être exclu, mais nous avons tous nos domaines d'expertise et ce qui est ressorti au cours de la journée. Il y a certains domaines qui favorisent l'équité des genres et quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, ce sont les animateurs, donc les programmes de santé globale qui favorisent la santé des femmes et des enfants à travers le monde. Donc, le dernier panel de discussion allait porter sur ce sujet. Donc, maintenant, je vais vous présenter Nicole Tobin, responsable des programmes, euh, qui va modérer cette dernière discussion. Nicole a une maîtrise en développement international et a travaillé 20 ans dans ce domaine. Elle a une passion pour augmenter l'accès à des services de santé de qualité dans des zones où il n'y a pas d'accès à ces services. Donc, elle est la personne parfaite pour modérer cette discussion. Donc, améliorer les résultats en santé. Euh, donc, je vais l'inviter à parler. Just before we get started here, a little bit of housekeeping. So this session is going to be in English today. Donc, maintenant, si quelqu'un aimerait, vous pouvez aller chercher. Say that in French. So, Donc, présenté en français. Alors, so the panel today will be in French. So if you'd like to have interpretation into, you can pick a headset. Joining us today, Megan and Sophie. I believe we can see them on the screen. Is that right? No, okay, so they're coming. And while we're getting that up, I'll just introduce the session a little bit. So gender inequality has implications for health outcomes across, there they are, hi, welcome, across the course of every person's life. So it really can influence everyone's experience in terms of how they experience crises or emergency situations. How l'expérience des situations de crise, leur exposition au virus, avoir accès aux services d'hygiène, à de l'eau potable et beaucoup de choses. Et on parle également des droits reproductifs. Ça veut dire que c'est So evidence shows that when women are denied access to contraception, abortion, post-abortion care, other services like this, maternal mortality rates drop. It's very clear. So ensuring good health and well-being for all cannot be achieved without addressing the specific barriers and challenges that gender inequality de défis sur les droits reproductifs et l'équité des genres, les problèmes que ça cause pour les femmes, les filles et les personnes de genres divers. Donc, nous avons deux personnes en personne. On va essayer de trouver des solutions et comment aller de l'avant. Et dans ce combat pour l'équité des genres et favoriser l'accès et protéger les droits reproductifs. Nous avons Dr. Bibi. Donc, c'est une praticienne en soins de santé avec plus de 20 ans d'expérience qui travaille dans le secteur de la santé globale, donne du soutien technique sur les droits de santé reproductive, qui donne des conseils nutritionnels. Et
Elle est, elle est la conseillère principale pour Santé internationale Canada, donne des conseils dans des pays d'Asie, d'Afrique et l'Amérique du Nord. Ici, accueillons la docteure Bibi. Ici, à l'écran, je ne suis pas certain si c'est à droite ou à gauche. Celle qui a les cheveux sur les épaules, nous avons Sophie Arsenault. Merci. Sophie travaille dans le service des politiques nationales, donc l'Alliance pour les jeunes pour la contraception familiale. Travaille au niveau des droits, des politiques sur les droits reproductifs au niveau national, et provincial et municipal. Donc, bien sûr, on parle du bien-être de femmes vulnérables, des filles et de personnes de tous les genres. Elle a été nommée la plus jeune membre de FOS de Ministo. Bienvenue, Sophie. Maintenant, à l'écran, nous avons Megan Doherty. Elle a plus de 20 ans d'expérience pour défendre les droits de santé reproductive en Irlande, au Canada et à travers le monde. Elle est responsable des politiques mondiales. Elle est responsable de l'implémentation des stratégies, des politiques mondiales en se concentrant sur les objectifs du Conseil des droits de la personne des Nations unies. Elle a travaillé comme militante parlementaire. Elle a travaillé dans des agences des Nations unies, tout pour aider les femmes dans leurs accomplissements. Désolée. OK, je vais prendre une pause pour les applaudissements. Merci. Finalement, à côté de moi, nous avons Eshnabe qui travaille pour un programme de formation chez Oxfam Canada. Elle donne des programmes de formation pour soutenir nos projets. Elle a beaucoup d'expérience avec les droits reproductifs des adolescents, des communautés LGBTQ+. Elle a travaillé en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Canada. Bienvenue. Ce sera une discussion certainement très intéressante. On va regarder les différents points de vue. J'ai hâte à cette discussion. Je vais commencer à vous parler des lacunes dans certains domaines. Les iniquités de genre a bien sûr des conséquences sur la santé et sur les droits reproductifs, et c'est vraiment la pierre d'assise de ce dont on va parler. S'assurer une bonne santé de tous. On doit bien sûr parler des limites à avoir accès de votre point de vue personnel et professionnel, quelles sont les priorités à cibler dans ce domaine au Canada et à travers le monde? Donc, j'aurai une question différente pour Sophie. C'est un plaisir de travailler avec vous. J'aimerais partager. Je pense pour Oxfam Canada, l'une de nos priorités, c'est de s'assurer que nous ayons une approche compréhensive sur les HCDH. Ça veut dire travailler sur les domaines négligés des HCDH qui a été identifiés par le comité de planification. Je vais vous parler de nos expériences à travers le monde et quels ont été les domaines négligés. Premièrement, d'avoir de l'accès à la contraception inclusive. On parle vraiment
les différentes méthodes de contraception. J'aimerais partager une histoire. Une jeune de notre club à Malawi, elle a participé à une de séances d'information et elle a décidé d'initier des conversations avec son copain et d'autres membres de la communauté sur les soins reproductifs et les soins contraceptifs et inclusifs essaient de démanteler les mythes, mais c'est également une occasion de remettre en question les normes en termes de genre et ça aide les gens à faire des choix, mais s'assurer que tous les groupes peuvent également prendre des décisions éclairées. Un autre domaine négligé, on avoir un accès sécuritaire et légal à l'avortement. On va parler des lois sur l'avortement. Certaines sont très restrictives, comme aux Philippines, au Malawi, et certains pays où c'est plus libéral, tels que le Mozambique. Par exemple, en 2014, le Mozambique, la loi sur l'avortement a été libéralisée, mais ce qu'Oxfam a remarqué lorsqu'ils ont travaillé dans les régions plus reculées du Mozambique, c'est qu'il y avait un manque de conscientisation. On ne savait pas que c'est un service gratuit et légal. Donc, beaucoup de travail de nos partenaires, c'est d'aider les gens à suivre des formations pour offrir ces services aux communautés. Ce sont des communautés où l'avortement n'était même pas pensable parce que les femmes devaient se déplacer, faire de longs déplacements pour y avoir accès. Mais beaucoup de femmes ont demandé ces services et on a des leaders de la communauté qui s'assurent que des références soient fournies aux femmes. Au-delà de cela, on travaille sur les besoins des jeunes pour les HCDH. Je vais parler d'un travail aux Philippines, l'un de nos partenaires qui a initié cette conversation, des jeunes qui parlent de leur propre corps. Donc, ils font un dessin du corps humain et ils identifient les parties du corps qui leur apportent du plaisir ou qui leur apportent de la honte. Donc, on parle des activités du groupe, c'est d'initier une conversation pour qu'ils puissent respecter leur corps et s'approprier leur corps et reconnaître les droits de la personne et les aider à prendre des décisions à propos de leur corps. Et ensuite, une autre zone négligée, c'est la défense des droits des des HCDH. Un autre exemple des Philippines, c'est que il y a beaucoup d'années de défense des droits, établir des stratégies, collaboration avec les différentes parties prenantes. Et on essaie de mettre une fin au mariage précoce des jeunes filles. Donc, le mariage des enfants, essayer de l'interdire, mais il y a encore du travail à faire pour que certaines lois soient promulguées. Merci. Megan, merci. Je pense que il y a également des éléments similaires. Nous allons probablement répéter les mêmes choses, mais je voulais dire que lorsqu'on parle des droits reproductifs, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a tellement de travail à faire. Je vais vous donner les exemples. Action Canada travaille là-dessus. Ce qui est vraiment important, c'est les droits de reproductifs affectent toutes les femmes à travers le monde. Il y a beaucoup de similarités dans nos expériences. Ça peut sembler différent dans certains contextes, mais les droits demeurent les mêmes et les allégations du gouvernement demeurent les mêmes. Donc, pour essayer de s'assurer que ces droits existent.
Donc, je veux parler des soins pharmaceutiques. Nous savons qu'il y a un engagement pour essayer d'aller de l'avant avec les soins pharmaceutiques. Nous devons nous assurer que tous les contraceptifs font partie de cette entente, également les soins pour les ITS. Nous savons que les coûts sont un obstacle pour avoir accès à des méthodes contraceptives qui leur conviennent. Donc, le système d'avoir des assurances privées, publiques et l'exclusion de certaines drogues. Il y a certaines personnes qui tombent entre les deux chaises, surtout les plus jeunes, les personnes avec un statut précaire, personnes qui ont de faibles revenus et des gens qui vivent déjà de la discrimination dans le système de santé. Certaines personnes n'ont pas accès à des contraceptifs qui leur conviennent, surtout si on parle des coûts. C'est inacceptable et c'est inacceptable pour Action Canada et également c'est inacceptable si on tient compte des droits de la personne. Et ça affecte toujours les gens qui ont le moins de ressources financières. On ne devrait pas l'accès pour les soins de santé générale et ça ne devrait pas être le cas pour les droits de santé reproductive. Donc, on devrait avoir une couverture universelle des médicaments et des contraceptifs pour tous partout. On va en parler encore plus au fil des ans. Et la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que le Canada soit imputable pour ses obligations envers les droits de la personne lorsqu'on parle de sexualité, de genre. Et c'est ce que nous ferons grâce au processus de revue des Nations unies. C'est un processus de revue par le Comité des droits de la personne des Nations unies. C'est tout à 4 ans et demi. Donc, chaque pays passe en revue. Les standards sont les mêmes et c'est l'un des mécanismes les plus accessibles aux Nations unies pour de la participation parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'expertise en termes de droits de la personne et des Nations unies. Et l'une des façons de participer, c'est vraiment très bien expliqué. Tout le monde travaille dans le système des Nations unies, savent que généralement, c'est un défi. Mais dans ce cas-ci, c'est différent. Et Action Canada, c'est comme ça que nous travaillons. Nous travaillons en tant que partenaire pour l'initiative des droits sexuels. C'est une coalition de 6 organisations féministes de partout à travers le monde qui aident à favoriser les normes en termes de sexualité et de genre. Et nous avons trouvé ça très pratique pour jeter de la lumière pour des domaines qui sont négligés, les droits des travailleuses du sexe, l'avortement. Donc, nous allons travailler sur ce processus au fil des ans pour souligner les obligations en termes de droits de la personne du Canada, également pour essayer de démanteler les obstacles face à l'avortement et pour que le Canada soit imputable. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi d'entendre la vision internationale canadienne. Est-ce que vous avez d'autres éléments? Énormément de choses ont été dites et je voudrais juste parler de notre expérience ici. Il y a différentes brèches donc à aborder dans ce programme qui sont urgentes et en cours. La réponse abordée aux femmes en situation de vulnérabilité, surtout ces brèches sont centralisées vraiment sur les zones, les domaines négligés dans nos interventions. Et en commençant avec l'éducation sur la sexualité compréhensible, c'est vraiment ce que nous voulons. Cela entre pleinement dans la question des droits humains et le transfert de
savoir, de ces connaissances également à la jeunesse, également dans le système scolaire et dans le secteur extrascolaire. C'est une situation bel et bien présente et c'est inacceptable de ne pas apporter de réponse. Donc, nous devons intervenir également au sein des structures scolaires et également travailler avec les enfants à l'extérieur du système scolaire, travailler avec les pères, avec les parents. Nous travaillons également, nous nous concentrons sur les questions liées à la mortalité. Il s'agit là d'une brèche à laquelle les réponses n'ont pas été suffisamment apportées. C'est vraiment un effort continu sur le long terme pour améliorer la santé des jeunes garçons, jeunes filles, des jeunes femmes, afin de pouvoir leur proposer une vie positive également pour ce qui concerne la grossesse et les accouchements. L'importance également de la préparation de la planification pour une meilleure santé et vraiment travailler également avec les infrastructures sociales et de soins. Au niveau de l'action continue dans les écoles, la planification familiale et l'aspect de contraception, tous ces efforts que nous réalisons ce matin, je regardais les statistiques depuis 2015 jusqu'à 2022, les indicateurs en termes de planification familiale montrent une satisfaction des couples en train de stagner à 75% au niveau de l'usage de contraceptifs. Donc, il faut bien comprendre qu'également, il s'agit là d'un moyen qui peut sauver la vie de ces femmes en utilisant la contraception. Donc, on ne peut pas accomplir cela sans le considérer sur le long terme. En nous concentrant sur les zones négligées ou délaissées, il est particulièrement intéressant de constater que la plupart des pays qui travaillent, qui sont conservateurs ou religieux, je ne m'attarderai pas, mais il y a vraiment des points d'entrée sur lesquels nous travaillons au niveau des installations, sur le renforcement des capacités des travailleurs, puisque par des questions de loi et de culture, il est souvent très difficile d'avoir accès à la contraception, mais l'amélioration des capacités des professionnels de santé, nous avons donc vu une proportion et nous essayons en tout cas d'utiliser ces points d'entrée pour travailler sur ce changement de paradigme et de travailler justement sur ce plaidoyer en faveur de la contraception. Donc, les groupes de soutien également, les groupes religieux, les organisations des droits des femmes qui participent pleinement à ces actions. Voilà, je m'arrêterai ici. Merci, merci beaucoup. J'ai entendu énormément de personnes qui parlaient de ces domaines qui ont été négligés. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais je voudrais juste prendre un petit moment pour repenser aux questions de tous ces mouvements de la jeunesse dans cette perspective-là. Que pensez-vous de toutes ces questions et ces points de vue abordés? Alors, tout d'abord, nous avons besoin de reconnaître que les jeunes se comprennent. Nous parlons de zones négligées en termes de sexualité, de santé et de droits sexuels et reproductifs, et les jeunes sont particulièrement vulnérables. Tout l'aspect physique, cognitif, émotionnel, qui sont différents de ce que peuvent ressentir les adultes ou les jeunes enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'interventions informées et d'accès à davantage de ressources. Donc, j'ai eu le privilège d'observer le vice-président du groupe de l'OMS sur la santé infantile et c'est un travail de grande responsabilité. J'ai pu soutenir mes collègues et donner la priorité donc, à la décolonisation et un accès aux droits
abortifs, ainsi que d'autres panels également abordant les dimensions de l'éducation sexuelle, la sensibilisation sexuelle, ainsi que la contraception. Et je voudrais souligner l'harmonisation également des politiques et des partenariats, des engagements financiers également permettant d'aborder toute cette question liée à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Et en ma capacité en tant que canadienne et lui le fait, j'ai eu le privilège d'informer et de répondre à différentes opportunités et initiatives permettant d'incorporer la jeunesse et leur faire participer à ces interventions. Mais il y a toujours le fait de comprendre que les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes de ces conflits et la dimension sociale, en somme, la moitié des populations les plus faibles et les plus vulnérables se situent dans les pays les plus démunis, et en particulier les filles adolescentes. Et toutes ces questions de genre, eh bien, sont des populations négligées et qui n'ont pas accès à ces politiques. Il y a un moment de données qui sont biaisées et nous essayons de promouvoir dans ces espaces propres à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Merci beaucoup. Nous passons des populations négligées aux questions. Je vais aborder à nouveau les points des zones négligées ici au Canada. Et notre gouvernement canadien a une politique d'assistance féministe qui s'est promis de mener des investigations sur les zones négligées, ces zones d'ombre et ces zones grises, et quelles sont, de quoi avons-nous besoin, sur quoi devons-nous vraiment nous concentrer en particulier? Alors, la santé, les droits en matière de broad range of issues and interventions. It's been recognized in international agreements as being fundamental to achieving the Sustainable Development Goals, fulfilling human rights, gender equality. But there remains a persistent underfunding and contestation of the more stigmatized aspects of sexual and reproductive health and rights. And what that means is that these areas, they don't receive funding. They are subject to discriminatory laws and policies, and are related to broader issues of underfunding for feminist and women's movements worldwide. So in response to this, a coalition of Canadian civil society organizations working on human rights, SRHR, feminist solidarity, solidarité féminine et l'assistance internationale, la gouvernance internationale sont réunis en 2015 pour promouvoir un meilleur leadership canadien en termes de SDSR. Donc, à travers des consultations, de la collaboration, cette coalition qui s'est appelée. Nous avons identifié 5 domaines qui sont absolument critiques, but chronically underfunded, and where Canada could have the greatest où le Canada peut avoir we've touched upon un them, très but grand just to impact. reiterate, the 4 areas are comprehensive contraceptive care, des safe soins abortion, contraceptifs compréhensifs, adolescent sexual and reproductive health, sain, including comprehensive sexuality education, and advocacy for SRHR. And what is especially important about these 4 areas is that, as I mentioned, they're highly stigmatized, primarily because of harmful gender norms about women and girls' sexuality, their bodies, and their role within society. And this exists in all countries, including Canada. But also, these areas are so important for us to pay attention to because they are critical interventions that build upon each other. They take into account a person's needs over the course of their life and requires addressing the structural barriers that lead to human rights violations, poor health outcomes,
And also that aux respect the droits humains. agency and autonomy of women and girls and feminist organizations at the country level to lead the social change necessary to Cela achieve permettrait SRHR. également So we cannot hope to d'entraîner achieve les gender changements equality or sustainable nécessaires development if women and girls are denied si les information, femmes et education, filles n'ont and pas accès à services l'éducation that et they need l'information aux to make services. informed decisions Ils about their doivent lives, and also for them to demand accountability from their governments également for their failure to demander les uphold their redditions de human comptes rights. auprès de leur And gouvernement sur les also, questions donors must also liées take sur ces responsibility questions-là for liées their role directement aux in droits humains. cherry-picking different aspects of Et différents aspects SRHR that également serve their sur own les political la santé des interests droits while sexuels et causing real reproductifs harm to women qui and causent girls and vraiment social les movements. grands problèmes So aux as auprès des Canada femmes et des looks to jeunes roll filles. out its funding commitment on SRHR, we'll be looking very closely Nous allons to make sure regarder these tout four cela neglected de très areas are près. receiving the funding Nous that avons has been reçu promised, des but promesses de also that the financement programming and the et investments are genuinely également taking a human rights-based approach, a gender considérer transformative l'approche approach, basée and a sur les comprehensive droits approach humains that is et une owned approche and led by the compréhensive communities and the qui advocates est and intégrée par feminist l'ensemble des movements communautés themselves. et Thank you. par le Great. féminisme And I également. think, Merci. Je Vaishnavi, if I'm not mistaken, pense Oxfam que also Michavi, works a bit on que this Oxfam area, travaille and également sur ce especially the domaine-là, piece around sort of en policy particulier influencing based on feminist sur principles. Can you tout tell ce us qui a est little basé bit sur about les that? principes féministes. Sure, Est-ce que vous pouvez actually, nous en Oxfam parler? Oui, bien Canada sûr. is part of the Oxfam Future Canada Planning fait Initiative partie Coalition as de well. la future So initiative you de can planification de cette recognize coalition. the commonality Donc, in nous our, reconnaissons you cette know, our communauté, fights that we want to fight nos luttes together. communes In terms of like the en global termes de work, you know, again, travail à one l'échelle thing I want to mondiale. emphasize that Megan Je has voudrais already brought up is souligner that SRHR que is not new. le And I think that's something SHR n'est pas that nouveau. keeps getting Le forgotten, SDSR is n'est that pas this is nouveau. Ça a été un not petit a peu new set of délaissé rights that peut-être, we're mais fighting for. And c'est I think vraiment that is like absolutely critical absolument to essentiel emphasize, I would say. de vraiment Yeah. mettre l'accent Perfect. sur ces questions-là. Thank you. All right, Merci. so now we're going to move on to Maintenant, nous talking allons about how this passer links to programming. So despite all the progress that's been made so En dépit far around SRHR, there's been a lot of de challenge to programmation, en dépit des implementation, différents défis the et quality mise en œuvre SRHR de programming. la qualité des So programmes. for basically all the panelists, I'll start with Sophie, Megan, Vaishnavi, and then I have a specific question for Dr. Bibi. What are some of the Et pour key le Dr. principles Bibi, that quels sont need to les be principes clés qui incorporated doivent into être programming? intégrés, incorporés dans les programmes So the programs are really gender transformative, afin que les and programmes they participent really pleinement à la address the transformation sur les root questions de causes genre, of gender qui inequality sont rather vraiment than au just sort cœur of des treating questions d'inégalité de genre. SRHR sort of symptoms. Yeah, Sur tous so I'll ces start with symptômes-là également Sophie, pour is that okay? garantir l'accès Yeah. à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. As you know, part of the Alors, global steering committee partie for du comité the directeur Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, partenariat specifically pour la for santé des the jeunes filles et nouveau-nés, to operationalize the pour meaningful youth and adolescent and youth rendre engagement opérationnel davantage commitment. d'engagement. I think that programming, especially in ensuring a gender le fait de transformative créer des approach, programmes sur I've cette witnessed a approche lot of programming shift, genrée you know, for the better, doit permettre un for changement engaging with youth in a way pour le mieux, that engager ensures davantage that la the jeunesse vulnerability of young people in humanitarian et s'impliquer settings or principalement for pour les settings of jeunes. unmet need reiterate that youth bear witness Réitérons to que different socioeconomic, political, la and cultural jeunesse contexts, and that dépend needs to de be accounted tous les for in contextes the programming, whether that be socio-politico-économiques et the des delivery programmes, qu'il or the s'agisse partnerships. des partenariats And so ou d'établissements d'application de programmes, doivent s'engager pleinement pour la jeunesse et les adolescents de façon significative pour résoudre les questions d'inégalité, puisque près de la moitié de l'humanité, de la jeunesse de l'humanité est pleinement vulnérable. Il s'agit de déterminantes de rapports sexuels précoces ou de non-utilisation de moyens contraceptifs. Donc, en reconnaissant que les inégalités sont, dont les femmes sont victimes, mais surtout également les adolescentes et jeunes filles, nous devons donc nous engager davantage et travailler de façon plus significative pour mettre en œuvre, appliquer les programmes et participer à cette approche de transformation basée sur le genre. Merci beaucoup. Megan? Merci beaucoup. L'Action Canada, nous
nous avons une approche basée sur les droits humains et l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Je l'ai déjà mentionné, nous en avons beaucoup parlé, mais c'est beaucoup plus essentiel. Cela signifie que nous travaillons à développer les capacités de dépasser ces barrières aussi bien individuelles et de faire d'agir en plaidoyer pour le respect de ces droits. Et notre approche fournit un cadre permettant de fournir des demandes pour exiger davantage d'accès à ces santé et droits sexuels et reproductifs. Donc, nombreuses personnes pensent que les droits humains ne sont qu'un aspect aspirationnel ou en faveur de la paix, etc. Mais le cadre des droits humains est particulièrement utile pour développer et analyser les politiques publiques mises en œuvre, également considérer les mécanismes de reddition de comptes et de confiance sur les questions liées aux droits sexuels et reproductifs qui sont souvent violés. Et dans un contexte des droits humains, l'approche est vraiment basée sur les relations d'interdépendance, reconnaissant que tous les droits humains sont interconnectés. On ne peut pas considérer les droits sexuels et reproductifs sans considérer le droit au logement, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination. Tous ces principes de participation qui sont spécifiquement applicables aux jeunes adolescents et également toutes les questions de transparence et les groupes les plus marginalisés. Alors, ce qui est fantastique également au niveau des droits humains, c'est que cette approche est en constante évolution et reflète vraiment cet environnement dans lequel nous vivons. Donc, les principes de ce cadre sont établis de telle manière qu'ils peuvent s'adapter et fournir et sont conçus pour s'adapter finalement aux prérogatives gouvernementales. Tout le monde pense en effet que l'approche basée sur les droits humains est pratique et finalement c'est peut-être quelque chose qui peut aller au-delà de ce que nous pouvons penser de ce qui est écrit partout. Et finalement, il y a cet aspect pratique et cette composante qui est tout à fait pratique et efficace. Rojnavi. Alors moi, j'adore les données. J'aborde beaucoup toutes ces questions de gestion des données. C'est l'une des questions liées à la programmation, justement. C'est assez stressant. Et je voudrais juste parler de mon expérience, de l'expérience de Oxfam Canada dans l'approche permettant un processus de transformation plus efficace. Alors, féminisme est au cœur de toutes les questions liées au pouvoir. Tout type d'établissement d'équipe ou de développement international qui détient le pouvoir, il est facile de répondre aux questions en termes de féminisme. L'une des fondations est de faire passer le pouvoir aux partenaires locaux, aux participants au projet, aux communautés en dépendant de qui s'implique par le biais de différentes activités. Traditionnellement, le féminisme utilise des méthodes qui sont aujourd'hui beaucoup plus flexibles et qui s'adaptent beaucoup plus fidèlement à un système qui était auparavant plus rigide. Et Oxfam et ses partenaires ont décidé de vraiment tester les limites et nous avons intégré toutes les études que nous devions intégrer et nous avons dû donc par la suite exécuter tout ce qui nous était demandé. Ce qui est fantastique, c'est que cette étude, l'un des objectifs de cette étude est les soins et la création de nouvelles installations. Lorsque nous abordons la question des soins de qualité, la méthodologie dit qu'il n'y a
pas des consultants externes qui donc établissent une étude, un rapport merveilleux qui ne présente pas des résultats aussi efficaces que ce que nous pouvions escompter. Et cela a besoin d'expertise, de savoir au niveau local, surtout de la part de nos partenaires, parce que nous avons des partenaires locaux absolument fantastiques qui ont tellement de choses à donner, un moment de connaissance et qui peuvent mener, par exemple, différents exercices. Notre équipe de recherche, je n'aime pas trop le mot recherche, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est notre équipe de recherche, et nos représentants de partenaires qui conçoivent les études à partir de la méthodologie, les sondages, les enquêtes et l'analyse, traitement de données, tout ce dont nous avons besoin pour refléter les besoins de nos partenaires par le biais d'utilisation coordonnée et orientée. Et la plupart d'entre nous peuvent travailler sur 3 mois dans plusieurs pays. Il s'agit vraiment du processus et du procédé que nous mettons en œuvre. Et cela va au-delà simplement des questions suscitées au cours des enquêtes, puisqu'il s'agit là vraiment de nos partenaires qui doivent faire en sorte bien que l'étude leur est utile finalement. Donc, cela nous a pris environ 10 mois, ce qui signifie que les bailleurs de fonds, les financements, il y a eu énormément de tensions pour faire aboutir tout cela. Tout changement transformationnel, comme Sophie et Megan l'ont mentionné, lorsque l'on aborde, touche à quelque chose qui fait bouger les normes sociales et les dynamiques de pouvoir, eh bien, c'est particulièrement délicat. Vous avez parlé souvent de vos partenaires locaux avec lesquels vous travaillez, des connaissances et savoirs locaux. C'est quelque chose qui me touche vraiment au fond du cœur, puisque c'est ce qui est important quand on travaille avec nos partenaires locaux, mais la planification est également un sujet délicat. Et Dr. Bibi, pouvez-vous nous parler un petit peu de vos organisations, partenaires locaux et communautés pour la mise en œuvre des programmes de qualité, de la qualité des programmes? Alors, juste comme vous l'avez dit, tous ces travaux au niveau international avec les communautés nous permettent d'aborder des approches dans des contextes spécifiques. Toute la question de l'intersectionnalité. Je voudrais prendre cet exemple sur lequel nous travaillons à un projet SDSR au Nigeria. Et ce projet est destiné à améliorer l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs auprès des jeunes femmes. Et nous faisons cela. C'est un projet pleinement inclusif qui permet d'analyser l'origine finalement de tous ces mécanismes et pour répondre à ces barrières multidimensionnelles sur les questions d'accès donc à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, il existe des prédictions, des prévisions. Nous sommes interconnectés dans une dimension multisectorielle liée à l'âge. Nous développons une agence et davantage d'autonomie. Et dans le même temps, nous travaillons à renforcer l'accès à des réponses inclusives auprès des adultes et des jeunes publics, et même sur les services de protection, en travaillant sur les installations sanitaires auprès des écoles. Dans le développement de structures, une structure permettant de garantir une meilleure protection. Ce que nous faisons, c'est que nous promouvons les jeunes adolescents, jeunes filles, jeunes
jeunes filles et jeunes femmes comme étant des leaders d'organisation en leur proposant une autonomisation, le renforcement des capacités en fonction de leur âge et nous assurons que les communautés de ces responsables intègrent cette transformation dans leur expérience avec les jeunes garçons, jeunes filles, les leaders communautaires, pour tout d'abord bien comprendre l'importance de cet agenda en matière d'égalité et créer un environnement égalitaire qui puisse inciter les jeunes filles à prendre leurs décisions. Nous travaillons avec des installations sanitaires, même avec les écoles et les agences de protection d'enfance, en les incluant, non pas en termes de capacité de formation, mais également en termes d'approvisionnement et d'équipement pour ces jeunes garçons, jeunes filles et jeunes femmes. Et il s'agit là d'une étape, d'un pas en avant, puisque nous avons parlé souvent d'égalité de genre, de symptômes, mais nous devons également analyser les causes racines, non pas pour aborder les plans stratégiques de manière un peu niaise, mais chaque année, il y a un nouveau plan. Donc, que passe-t-il avec le plan de l'année dernière? Est-ce que l'argent est encore disponible? Votre plan doit apporter des réponses sur les questions de genre et participer à la transformation sur ces questions de genre. Donc, nous devons être ouverts et considérer les budgets et faire en sorte que ces budgets puissent répondre parfaitement aux réponses à apporter sur les questions de genre. Donc, nous travaillons au niveau budgétaire, nous travaillons pour le plaidoyer. Il y a ces politiques fantastiques qui sont alignées pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui n'existent plus. Donc, ça, c'est encore une autre question, mais regardez, il y a peu encore, j'étais au Nigeria, je parlais avec des autorités et j'ai rencontré un représentant fédéral qui travaille sur la qualité des soins et des prises en charge et dit chaque programme vient pour aborder les questions liées à la malaria, ceci, cela. Et je demandais donc qu'avez-vous fait finalement? Eh bien, je ne fais plus que procéder à des analyses basées en fonction des prérogatives de l'OMS. Et donc, voyez un petit peu, on parle de qualité de soins au niveau des politiques, mais finalement, les partenaires ne viennent pas ensemble pour un processus continu. Donc, c'est là quelque chose qui est assez frustrant. Mais pour en revenir au système et aux installations sanitaires, nous travaillons avec les écoles également, puisque les installations sanitaires dans les écoles permettent de fixer des maladies, de maintenir les maladies ou de limiter les maladies, et ça empêche le processus de se développer. Par exemple, un cas basé sur les questions de genre pour permettre de traiter les malades, mais qu'en est-il de la protection, qu'en est-il de l'aspect légal? Donc, nous devons travailler avec l'ensemble des secteurs. Si quelqu'un agit au premier niveau, eh bien, par la suite, ils doivent être référés au niveau en matière au niveau traitant toutes les questions de protection individuelle. Et il s'agit là d'un éventail en termes de partenariat et de coopération avec des organisations des droits humains à des niveaux multiples, non pas au niveau de la base, mais vraiment au niveau supérieur, mais vraiment tous les niveaux doivent être intégrés et afin de pouvoir rassembler toutes les preuves et les évidences qui nous permettent de justifier la prise de décision et d'instauration de politiques publiques. Une personne de programme, je pourrais écouter ces histoires-là toute la journée. J'adore ça. C'est optimiste. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. C'est très excitant. Et ça me coûte de changer de sujet parce que c'est si excitant, mais
mais je m'en voudrais de ne pas mentionner des reculs dévastateurs qu'on voit en termes de SDSR, donc comme l'accès à l'avortement aux États-Unis, par exemple. La question est ouverte à toutes. Est-ce qu'on voit des répercussions au Canada ou partout dans le monde? Qu'est-ce qu'on voit à l'avenir? Il n'y a pas d'ordre. Peut-être Megan, Vishnavi, Sophie et Dr. Bibi, ça va? Ouais. Ben, les nouvelles qui sortent des États-Unis, c'est très inquiétant. Vraiment. On est fâché, on est triste et en solidarité avec tous les activistes de l'avortement qui travaillent très fort pour s'assurer que les gens ont accès à l'avortement. Et je pense qu'on a vu avec la décision qui a fuité, la tempête médiatique qui est arrivée au Canada par la suite. Et on en aura sûrement une autre quand la décision sortira effectivement dans les prochaines semaines. Je pense que c'est très important de se souvenir que nous avons un contexte légal et politique différent au Canada par rapport aux États-Unis. Donc, d'un côté, il ne faut pas se laisser distraire par des débats qui ne servent personne ou qui ne servent pas notre réalité au Canada. Mais au Canada, on doit se concentrer sur favoriser l'accès à l'avortement et démanteler les barrières partout au Canada. On avance, on ne reculera certainement pas. Mais en second lieu, après avoir dit ça, ce qui arrive aux États-Unis, c'est le résultat de décennies d'érosion des institutions démocratiques, des attaques sur les droits des femmes, des trans, des LGBT, et des impacts sur les gens qui sont racialisés, qui ont des faibles revenus, qui vivent avec des incapacités et qui ont des statuts d'immigrants précaires. Ce n'est pas unique aux États-Unis, par contre. On voit ça dans des endroits comme la Hongrie, la Pologne, l'Égypte, l'Équateur, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Ouganda. Je parlais à une de mes collègues en Pologne et elle m'a dit que la semaine dernière, le gouvernement a introduit une nouvelle loi qui allait établir un registraire. Donc, si on tombe enceinte, il faut s'inscrire à ce registre-là parce que l'avortement est à peu près légal dans toutes les circonstances en Pologne. Mais ça n'arrive pas de nulle part, ces choses-là. Ce qu'on remarque, c'est que les oppositions aux droits sexuels et reproductifs, ça rejoint plusieurs agendas politiques. Mais au centre même, c'est raciste, c'est patriarcal, c'est des idéologies. Peut-être, si on pense qu'il y aurait deux pays qui devraient être alignés à ce sujet-là, mais ne le sont pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On pense qu'on est immunisé au Canada, mais avec les événements récents du convoi à Ottawa et de l'occupation, on voit qu'on n'est pas immunisé à ce genre de débat-là. Il faut être très vigilant et on doit refuser d'accepter des changements graduels dans le discours public qui déshumanisent les gens qui font la promotion de la violence, de la masculinité toxique, qui opposent un groupe à d'autres, comme si on était dans une joute de gagnants et de perdants. Et ça nous... Donc, on doit être attentif et on doit repousser. C'est des petites choses qui peuvent sembler petites sur le moment, mais quand avec la somme de tous ces gestes-là, ça devient gros. Il faut être attentif. C'est mon message principal. Oui, ce sont d'excellents rappels qu'on vient de faire. C'est un excellent départ. Est-ce qu'on veut ajouter là-dessus? Bien, certainement. Ces reculs-là et qu'on est en train de perdre des batailles, c'est un peu déprimant, mais ce qui me permet de me lever le matin et de continuer à faire mon travail, c'est tous les gains qu'on a fait récemment également. Des changements législatifs très positifs en Amérique latine, des lois sur l'avortement en Argentine, en Colombie. Et je pense que c'est quelque chose qui
ça nous permet d'avancer et de continuer ce parcours. Et une des choses, cette conversation-là à propos de SDSR, c'est rien de nouveau. Ce sont des droits humains qui ont été reconnus à l'international depuis des années. Il faut s'assurer que cette conversation-là demeure à l'avant-plan. On doit tenir ces discussions-là. Et c'est à Oxfam Canada, on croit que les organisations à la base, comme les organisations civiles, les organisations de droits des femmes, tous les acteurs qui soutiennent la diversité, les identités, les différentes identités, ce sont eux qui doivent être financés et soutenus pour que cette conversation-là ne meure jamais. Il faut continuer de s'assurer que les gens ne deviennent pas complaisants et laissent, pour pas que ces victoires-là, pour pas qu'il y ait de recul. Donc, ce matin, avant le dîner, il y a des panélistes qui ont dit la même chose. Et je pense qu'honnêtement, c'est un travail critique qui doit absolument continuer pour que nos organisations à la base soient soutenues. Je veux partager un exemple des Philippines. Dans le cadre de nos projets, on a du financement flexible qui peuvent être dirigés vers leur propre détermination dans leur propre travail. Et je veux juste donner un très bel exemple de notre partenaire aux Philippines. Leur travail était axé sur la diminution des risques des désastres naturels et ils ont pu utiliser le financement flexible pour construire leur propre capacité de SDSR et maintenant, une de ces incroyables organisations-là ils peuvent convaincre des leaders communautaires en termes de SDSR et faire des gains dans cet aspect-là. Donc, la conversation doit se poursuivre avec des organisations à la base, ça c'est certain. Excellent exemple. Nous sommes toutes très passionnés. Voulez-vous y aller du côté de la jeunesse? Je vais commencer en reconnaissant que même si Roe v. Wade a créé un précédent à reconnaître des avortements sécuritaires, c'est également le droit à la vie. Les communautés marginalisées demeurent toujours disproportionnées. Leur vulnérabilité, la disponibilité géographique, les répercussions de la décision de la Cour suprême aux États-Unis. Le taux de mortalité des femmes noires est 3 fois plus élevé que celui des femmes blanches. Les jeunes femmes qui vivent dans la pauvreté ou en insécurité économique ne peuvent pas voyager en termes géographiques. Et des lois d'avortement qui sont... Au Canada, on dépend beaucoup du cas de Morgan Taylor et s'assurer que l'autodétermination a des précédents sur les intérêts de l'État. Mais on n'a pas établi l'avortement comme étant un droit constitutionnel. Il faut garder ça en tête. Il faut inviter le Parlement pour pas qu'il y ait d'autres limitations, particulièrement dans les réglementations provinciales. La loi sur la santé au Canada, il faut toujours surveiller ça. Et même s'il n'y a pas de telle législation qui a été introduite depuis 1991, mais les droits sexuels ont été minés. L'éducation sexuelle standardisée ou donner des réponses à la violence basée sur le genre. Il faut mentionner que les discours du 20e et 21e siècle sur l'autonomie des femmes au Canada ont démontré un changement de mesures de prévenir l'avortement, parler des vertus de la maternité. Il faut aussi répéter que les femmes et les filles qui sont diversifiées en termes de genre
ou dans des pays qui ont des faibles revenus sont les plus vulnérables à des pertes catastrophiques. On a parlé des Caraïbes et de l'Amérique latine. Il y a eu de grands accomplissements dans la décriminalisation de l'avortement en Argentine, au Mexique, mais aussi il y a eu des règlements qui sont en permanence. Il faut reconnaître l'influence des États-Unis sur les politiques canadiennes. C'est important qu'on surveille comment ça se déroule. La santé et les droits sexuels au Canada et même à l'étranger. Oui, ce sont des points très importants. L'influence indue et le besoin d'être vigilant et de surveiller les choses ici au Canada et partout dans le monde pour pousser vers l'agenda des SDSR, y compris des avortements sécuritaires. C'est une discussion incroyable. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Les droits sexuels et reproductifs qui sont les plus négligés en ce moment, qui ne bénéficient pas de pratiques et de politiques. On a parlé de mise en œuvre des meilleures pratiques. On a parlé aussi de ces changements récents dans le contexte mondial des SDSR. Une question pour tous les panélistes et pour tous les participants pour que vous puissiez réfléchir. Quelles sont les solutions qu'on peut envisager à l'avenir? On en a parlé, mais où on va à partir de maintenant pour galvaniser le soutien pour des politiques plus inclusives, des investissements, des programmes? Comment on peut faire en sorte que ça se produise? J'aimerais toutes vous entendre si vous voulez bien, parce que c'est une question à propos des prochaines étapes. Donc, je peux commencer avec Vishnavi et ensuite Sophie, Megan et Dr. Bibi, dans cet ordre-là. Mais si vous voulez sauter dans le débat, allez-y. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non? Je peux juste répéter ce que Megan a dit plus tôt. À l'avenir, le gouvernement canadien a fait beaucoup de promesses. Ils doivent mettre ça en place, poser des gestes. Et pour nous, les Canadiens, les Canadiennes, on doit supporter les SDSR, pas juste ici au Canada, mais à l'étranger également. Quand on retourne on a besoin d'une politique claire en termes de SDSR pour s'assurer que le financement, que les investissements sont dirigés sur une approche basée sur les droits, mais pas juste donner sans penser aux répercussions que ça peut avoir. En plus de ça, il faut s'assurer qu'il faut garder un suivi sur le progrès et voir les répercussions et garder le gouvernement imputable. Je veux juste mettre l'emphase sur le fait que le féminisme, les approches transformatrices et des programmes vont nécessiter une pensée, une vision à long terme. On peut pas atteindre ça en 2 ou 3 ans. On le souhaiterait évidemment, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que l'argent soit disponible d'une manière que ce soit à long terme, flexible, accessible, particulièrement à la base pour les organisations civiles, les organisations de droits des femmes. Un exemple, s'assurer que les subventions ou que les exigences pour être éligibles soient plus flexibles pour s'assurer que les organisations à la base, qui à certains moments peuvent pas s'inscrire et s'auto-identifier comme des organismes parce qu'ils travaillent dans des contextes qui les mettent à risque pour s'annoncer publiquement comme étant des organismes pour les femmes.
Donc, on regarde aux occasions de financement en termes de meilleure flexibilité, une meilleure souplesse et probablement que la plupart d'entre vous ont vu des projets du gouvernement et les exigences c'est très difficile pour nos partenaires. Souvent, c'est des petits investisseurs, des petites organisations. Juste pour respecter les critères d'admissibilité, ça demande tout leur travail. Donc, en plus des subventions, les Affaires mondiales Canada doit revoir certains aspects de la conformité et de leurs critères. On n'est pas juste... On ne veut pas viser l'échec, évidemment. Je suis bien d'accord. Affaires mondiales Canada a des programmes féministes, mais ces principes-là devraient être appliqués à tous les programmes également. Ces apprentissages peuvent être appliqués de façon plus large. Donc, peut-être Sophie maintenant? Je vais répéter les mêmes sentiments en termes d'imputabilité. Le gouvernement du Canada, son engagement à financer des organisations de jeunes, surtout en termes de SDSR et de promotion et des efforts pour mettre en place des programmes spécifiques à l'éducation sexuelle. Et on doit s'assurer qu'une imputabilité à ce sujet-là, une imputabilité qui n'est pas là. Les groupes de jeunes doivent promouvoir leur communauté et toute la place au SDSR. En 2018, on a estimé que 137,5 millions avaient besoin d'aide humanitaire dans plusieurs pays dans le monde. Et il y avait 12 millions de jeunes sans pays. Et le risque est beaucoup plus élevé. Donc, il y a un besoin d'être rigoureux, d'être accessible, d'offrir les services à travers différents contextes. Il faut que ça soit dans nos politiques et dans nos pratiques également. Il y a des préoccupations pour la jeunesse et les identités intersectionnelles pour qu'ils puissent accéder aux bons soins dont ils ont besoin. La notion de permanence est en train de changer. La pandémie a changé tout ça. Et on veut se tourner vers la réhabilitation. Et c'est ce qu'on a dit plus tôt. Il y a des préoccupations pour la durabilité et la viabilité et l'amélioration à long terme en termes de pauvreté et d'autres insécurités. Et comprendre que la catégorisation des vulnérabilités a été rendue plus difficile dans ces circonstances-là. La pandémie qui dure depuis les 2 dernières années, il y a un besoin d'imputabilité en termes d'engagement financier et avec le suivi et le contrôle des interventions qui visent à améliorer la santé des jeunes femmes et d'autres communautés marginalisées. Merci. Excellent. Megan? Je ne peux pas en dire beaucoup plus par rapport à ce qui a déjà été dit, mais ce que je dirais principalement, c'est qu'il faut soutenir et amplifier le mouvement féminin et les activistes qui font ça tous les jours, partout dans le monde, mais aussi au Canada. Vos centres locaux de santé travaillent très fort sans argent et sans prévisibilité. Donc, il ne faut pas oublier que ces sections locales de santé ont besoin de notre soutien. Et joignez-vous au mouvement. Soyez activiste dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Moi, c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait de ma vie. Et je suis également un membre de la communauté que je représente.
Et on crie sur tous les toits que ce travail-là est fondamental à la démocratie, aux droits humains, à l'équité des genres, à la justice économique, la justice raciale. Nous et tous les activistes partout dans le monde, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de soutien politique, nous avons besoin de soutien des communautés dans un environnement où les politiques et la loi nous avantagent. Donc, en conclusion, je dirais, écoutez les gens qui font ce travail-là. Oui, oui, on vous entend. Bravo. J'adore ça. Je suis en accord avec tout ce qui a été dit, mais je veux mettre l'emphase. On peut voir que historiquement, le financement a été concentré sur des corrections à court terme au lieu de faire des corrections robustes à long terme. Par exemple, quand la pandémie a frappé, SDSR en a pris un coup. Parce que les premières choses qui ont été faites pour ces gens-là, les gens venaient pour des consultations, en counseling, cherchaient de l'éducation. Et le deuxième endroit, les choses qui ont tombé avec la pandémie, à moins qu'on fasse SDSR un élément primordial de la santé, ça va toujours tomber, il va toujours falloir le relever. Parce que ça fait partie des droits humains. Et la troisième chose, pendant qu'on attend pour que le mouvement, l'Organisation du droit des femmes, et nous devons travailler avec nos professionnels, nos experts en médecine. C'est un grand défi. Faut les défier aussi, les fournisseurs de soins de santé en termes de SDSR. C'est très important parce que de cette façon-là, on va avoir plus de gardiens qui vont abaisser la stigmatisation. Et la troisième chose, faut que la recherche devienne des politiques. Si souvent on a une recherche, on a les résultats, on les met sur une tablette. Il faut recommencer. Et on peut blâmer le processus parce que pour les faire devenir des politiques, le processus est tellement rigide, ça prend une éternité. Donc, il faudrait travailler avec les résultats qu'on a. C'est un comprimé qui coûte 1 ou 2 sous qui prévient le postpartum. Ça coûte 2 sous. Ça peut sauver des vies. On a fait des recherches pendant des années. Maintenant, c'est dans toutes les listes médicales et ça a baissé les mortalités. Il faut donc étendre ça à des politiques. Et faire ça dans chaque pays dans le cadre de leur mandat. Donc, je vais avoir la tâche difficile d'essayer de résumer quelques éléments clés qu'on a discutés aujourd'hui. Mais j'encourage les panélistes à me rappeler ce que j'ai manqué, peut-être un dernier mot en terminant, et puis on va conclure par la suite. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment besoin de travailler sur des soins de santé qui sont féministes, et la diversité est une grande priorité et ça doit être inclusif également. J'ai entendu beaucoup de localisation et de décolonisation. Il faut travailler à impliquer les partenaires locaux, les organisations locales, les mouvements locaux et amplifier ce qu'ils font, pas leur dire quoi faire, mais les financer et les laisser faire leur excellent travail sans leur dire quoi faire. Donc, le modèle de partenariat où on donne des ressources, on soutient et amener des ressources à ces organisations-là et les laisser faire ce qu'elles veulent faire. Et aussi, il faut prendre une approche à long terme. C'est un long parcours. Ces droits-là
ne seront pas atteints en quelques années, 2, 3, 4 ans. C'est un processus. Il faut viser ça à long terme et prendre une approche basée sur les droits humains, reconnaître les groupes les plus vulnérables, les amener assurer que leur voix soit entendue pour qu'ils puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Je pense que ça fait partie des éléments clés, mais voici votre moment pour me corriger s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des panélistes qui veulent ajouter quelque chose? Non, on approuve. Est-ce que quelqu'un dans la salle aimerait dire quelque chose que j'ai oublié? La vigilance, oui. Oui, une main levée? L'interprète n'entend pas la question. Désolé, la question est inaudible pour l'interprète. Malheureusement, je répète que la question est inaudible pour l'interprète. Dans plusieurs pays, on voit que des naissances non prévues, les mortalités liées à ça, ça touche beaucoup d'adolescents qui n'ont pas accès à des services, à de l'éducation exhaustive. On a parlé de barrières un peu plus tôt. Si les filles restent à l'école, plus on garde les filles à l'école, plus on va les protéger de grossesses non prévues. Deuxièmement, la technologie. Les pays en développement ont des lois vraiment conservatrices. On a une occasion avec ça. On peut rendre l'information disponible. On a vu au fil des ans l'accès au téléphone cellulaire, particulièrement chez les jeunes, l'accès à la connectivité, à Internet. Donc, comment on doit mettre l'accent sur l'innovation et la technologie et tirer profit de ça. Et améliorer nos systèmes de santé également. Le changement doit offrir des services axés pour les jeunes. Et pas juste un accompagnement. Il faut que ça soit bien intégré parce que dès que les développements des pays en développement, on parle des jeunes de 24 ans et moins, si on voit les chiffres augmenter en termes d'accès à la contraception, on va vraiment réduire les problèmes dont on parle présentement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Julia, est-ce que mot de la fin? J'aimerais vous remercier. C'est vraiment une conversation intéressante. Nous avons aimé vos contributions. Merci aux membres de l'audience de nous avoir écoutés, d'avoir participé. C'était vraiment une discussion intéressante. J'aimerais remercier nos panélistes. Merci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura une réception. Vous pouvez faire du réseautage et vous pourrez écouter 2 conférenciers. J'ai vraiment hâte de les entendre. Une auteure primée, Susanna Doctor,
et Joanna Griffith. Ça fait très longtemps que nous voulions les inviter et elles seront présentes, donc nous avons vraiment hâte de les entendre. Donc, il y aura un bar payant et des bouchées. Ce sera prêt dans 15 minutes. Et ensuite, on aura un horaire court. Ensuite, on pourra manger, on pourra prendre des boissons. Et nous aurons terminé vers 19h30 et nous pourrons digérer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et de revivre l'expérience d'être entouré de plein des gens. Demain, on se retrouve à 9h. Nous aurons également un orateur. Donc, on va bien sûr vous donner le temps de connecter et de digérer l'information. Et nous serons avec l'honorable Mariam Monsef, qui est l'une des créatrices qui est derrière certaines des initiatives dont vous avez parlé aujourd'hui. Donc, on vous voit demain matin à 9h. Non, on va prendre des rafraîchissements. Merci.